Lady Mercy Ellsworth se tenait devant son miroir ce matin-là, observant le bleu violacé qui s'étendait sur sa mâchoire. Elle appliqua soigneusement la poudre, encore et encore, jusqu'à ce que la marque disparaisse presque complètement. 3 ans. Voilà 3 ans qu'elle avait dit oui à Lord Thomas Ellsworth, convaincu d'avoir trouvé l'amour. Elle se souvenait encore de leur promenade dans les jardins de Richmond, de ses paroles douces, de ses promesses. Thomas avait parlé aux femmes. Il connaissait exactement les mots à prononcer pour faire battre les sœurs. Mercy, orpheline élevée par sa tante, avait cru chaque promesse. Elle avait 23 ans, lui 35, et il possédait l'une des plus grandes plantations de tabac de Virginie. Le mariage avait été magnifique. Toute la noblesse de l'État était présente. Mercy portait une robe de soie blanche importée de France, et Thomas lui avait glissé à l'oreille qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ce jour-là, elle se croyait au paradis. La transformation commença 3 semaines après la cérémonie. Un commentaire anodin d'abord, lors d'un dîner avec des voisins. Mercy avait exprimé une opinion sur la politique, et Thomas avait ri. Un rire froid qui glaça l'assemblée. « Ma femme croit comprendre les affaires d'hommes », avait-il dit en la regardant avec un sourire méprisant. « C'est touchant, n'est-ce pas ?» Les invités avaient ri poliment, mal à l'aise. Mercy avait senti ses joues brûler de honte. Les remarques se multiplièrent. Thomas prenait plaisir à l'humilier devant les domestiques, devant les visiteurs, devant les esclaves. Il la corrigeait publiquement sur sa façon de marcher, de parler, de se tenir. « Regarde-la », disait-il aux invités en pointant Mercy du doigt. « Elle prétend être une lady, mais elle se comporte comme une fille de ferme. » Ses amis riaient, par politesse ou par peur. On ne contredisait pas Lord Thomas Ellsworth. La violence physique débuta 6 mois après le mariage. Mercy avait osé lui tenir tête sur une question d'intendance. Elle gérait les comptes de la maison depuis des semaines et avait remarqué des dépenses étranges. Quand elle en parla à Thomas, il devint livide. Sa main s'abattit sur son visage avec une force qui la projeta contre le mur. « Tu ne me questionneras plus jamais », siffla-t-il entre ses dents. Mercy comprit ce soir-là qu'elle avait épousé un monstre. Les années passèrent dans cette terreur quotidienne. Thomas la battait pour des raisons qu'elle ne comprenait même pas. Parfois, c'était parce que son thé n'était pas assez chaud. D'autres fois, parce qu'elle avait souri à un invité. Il prenait un plaisir évident à la voir trembler, à la voir baisser les yeux quand il entrait dans une pièce. « Tu es à moi », lui rappelait-il régulièrement. « Tu m'appartiens comme mes chevaux, comme mes esclaves, comme cette terre. » Mercy vivait dans une cage dorée. Elle portait les plus belles robes, dormait dans un lit à baldaquin, mangeait dans de la porcelaine fine. Mais chaque respiration lui rappelait sa prison. Elle n'avait nulle part où aller. Sa tante était décédée peu après son mariage. Elle n'avait pas d'argent personnel, pas de famille, pas d'alliés. La loi elle-même lui rappelait qu'elle appartenait à son mari. Jabari travaillait au jardin d'Ellsworth Manor depuis 5 ans. À 32 ans, cet homme avait survécu à des horreurs que peu pouvaient imaginer. Capturé en Afrique de l'Ouest à l'âge de 18 ans, il avait été arraché à sa femme à Béni et à leurs 2 enfants pour être vendu au négrier. Le voyage vers l'Amérique avait duré 3 mois dans les cales d'un navire où les hommes mouraient comme des mouches. Arrivé en Virginie, Jabari fut vendu à une première plantation où il travailla dans les champs de coton pendant 8 ans. Ses mains saignaient, son dos portait les cicatrices du fouet, mais il survécut. Quand son maître fit faillite, Jabari fut revendu à Lord Ellsworth, qui, reconnaissant ses talents de menuisier et de jardinier, le fit travailler au jardin de la propriété. Jabari avait appris à devenir invisible. C'était la seule façon de survivre. Ne jamais regarder les blancs dans les yeux. Ne jamais parler à moins qu'on vous adresse la parole. Ne jamais montrer ce qu'on ressent. Il était devenu maître dans l'art de disparaître tout en étant là. Mais il voyait tout. Il voyait comment Lord Ellsworth traitait sa femme. Il voyait la terreur dans ses yeux, cette même terreur qu'il avait vue dans les yeux de tant d'esclaves battus. Il commença par de petits gestes. Quand il taillait les rosiers, il laissait les plus belles fleurs sur le rebord de la fenêtre de Lady Mercy. Quand il réparait les volets de sa chambre, il prenait soin de ne faire aucun bruit pour ne pas la déranger. Quand il la croisait dans les couloirs, il baissait les yeux, mais murmurait un miladi respectueux.
Merci remarqua ses attentions. Au début, elle n'y prêta pas vraiment attention. Puis elle commença à attendre ses fleurs sur sa fenêtre. Elles étaient la seule beauté dans sa vie de misère. Elle ne savait pas qui les laissait, mais elle leur était reconnaissante. Un après-midi de mai, tout changea. Thomas venait d'organiser un déjeuner avec des planteurs voisins. Pendant le repas, il s'était amusé à raconter des histoires embarrassantes sur Merci, inventant des anecdotes sur sa maladresse, son manque d'éducation, son incapacité à gérer une maison. Les invités riaient, mal à l'aise mais n'osant pas défendre la jeune femme. Merci restait assise, la tête baissée, serrant ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Quand les invités partirent, Thomas la gifla violemment. « Tu m'as humilié », cracha-t-il. « Tu es restée assise comme une idiote sans rien dire. » Merci ne comprenait pas. Elle avait fait exactement ce qu'il voulait, se taire. Mais avec Thomas, il n'y avait jamais de bonne réponse. Il la frappa encore, puis la poussa hors du salon. « Sors de ma vue », ordonna-t-il. Merci sortit dans les jardins, les larmes brouillant sa vision. Elle marcha sans but précis, essayant de calmer les battements de son cœur. Elle arriva près des serres, où Jabari travaillait sur une nouvelle jardinière. Il leva les yeux et la vit. Leur regard se croisa une fraction de seconde. Dans ce regard, Jabari vit tout. La douleur, la honte, le désespoir. Il reconnut cette expression, il l'avait vue trop souvent dans les yeux des siens. Sans réfléchir, mettant sa propre vie en danger, il parla. « Milady, dit-il doucement, personne ne mérite ça. » Merci s'arrêta net. Elle le regarda, surprise qu'un esclave ose lui adresser la parole. Mais dans ses yeux à lui, elle ne vit aucun mépris, aucune pitié condescendante, juste de la compassion, une compassion pure et sincère. « Vous avez mis les fleurs sur ma fenêtre ?» demanda-t-elle, elle d'une voix brisée. Jabari hésita, avouer pouvait lui coûter la vie. Mais il hocha la tête. « Oui, Milady. Je pensais que vous mériteriez un peu de beauté. » Merci sentit quelque chose se briser en elle. Pour la première fois depuis 3 ans, quelqu'un la voyait. Vraiment, pas comme un objet, pas comme une propriété, pas comme une victime pathétique. Quelqu'un reconnaissait son humanité. « Merci, murmura-t-elle. Merci infiniment. » Elle voulut dire plus, mais les mots ne venaient pas. Elle s'éloigna rapidement, consciente du danger qu'elle faisait courir à cet homme en restant près de lui. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus complètement seule. Les jours suivants, Merci chercha des occasions de croiser Jabari. C'était dangereux et stupide, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Quand elle le voyait travailler au jardin, elle ralentissait le pas. Quand il passait près d'elle dans les couloirs, elle sentait son cœur s'accélérer. Jabari ressentait la même chose, et cela le terrifiait. Il savait ce qui arrivait aux esclaves qui osaient lever les yeux sur une femme blanche. Il connaissait les histoires d'hommes pendus, brûlés, torturés pour bien moins que ça. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, de guetter ses apparitions, de vivre pour ces quelques secondes où leurs regards se croisaient. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans la remise à outils, il l'entendit approcher. Son cœur se mit à battre violemment. Il savait que c'était elle avant même de la voir. Lady Merci entra dans la remise, refermant doucement la porte derrière elle. « Je ne pouvais plus supporter d'être seule, » dit-elle simplement. Jabari se leva, la peur et le désir se battant en lui. Il a dit, « C'est trop dangereux. Si quelqu'un nous voit... » « Je sais, » coupa-t-elle, « je sais tout ce qui pourrait arriver. Mais je m'en fiche. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vu comme un être humain. Pas comme une épouse décevante, pas comme une possession. Juste moi. » Elle s'approcha de lui. Jabari recula instinctivement, mais son dos heurta l'établi. Merci le regardait avec une intensité qui le bouleversait. Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, le monde entier suspendu entre eux. Jabari voyait les traces de larmes sur les joues de Merci, la marque rouge sur sa tempe où Thomas l'avait frappé ce soir-là. Il voyait aussi quelque chose d'autre dans ses yeux, une détermination farouche, un refus d'être brisé complètement. « Je ne peux pas faire ça, » murmura Jabari. « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Si votre mari l'apprenait, il me tuerait. Pas rapidement,
Il me torturerait pendant des jours pour servir d'exemple. Je sais, répondit Merci. Sa voix tremblait, mais elle ne détourna pas le regard. Je sais ce que je te demande. Je sais que c'est égoïste et dangereux, mais je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de sentir que je suis vivante, ne serait-ce qu'une fois. J'ai besoin de savoir ce que c'est que d'être touchée avec tendresse plutôt qu'avec violence. Jabari ferma les yeux, luttant contre lui-même. Toute sa vie, il avait survécu en suivant les règles, en restant invisible, en ne prenant jamais de risques. Mais cette femme devant lui souffrait comme lui souffrait. Elle était prisonnière de son mariage comme il était prisonnier de son statut d'esclave. Dans cette remise sombre, il n'était ni une lady ni un esclave. Ils étaient juste deux âmes brisées qui se reconnaissaient. Il a dit, commença-t-il. Merci, coupa-t-elle. Mon nom est Merci. Et toi? Jabari. Jabari, répéta-t-elle doucement, comme si elle goûtait le son de son nom. Jabari, fais-moi oublier que je suis mariée. Juste cette nuit, s'il te plaît. Ce n'était pas seulement du désir dans sa voix. C'était un appel au secours, un besoin désespéré de retrouver son humanité. Jabari reconnaissait ce besoin. Il l'avait ressenti lui-même tant de fois, ce désir d'être traité comme une personne plutôt que comme une chose. Sa main se leva presque malgré lui et effleura doucement la joue de Merci. Elle ferma les yeux à ce contact, un soupir s'échappant de ses lèvres. C'était un toucher si différent de ceux qu'elle connaissait. Pas de violence, pas de possession. Juste de la douceur, de la tendresse. Si on fait ça, dit Jabari d'une voix rauque, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu le sais? Merci ouvrit les yeux et le regarda avec une clarté qui le stupéfia. Il n'y a déjà pas de retour en arrière pour moi. Je suis déjà morte à l'intérieur. Au moins, laisse-moi me sentir vivante une dernière fois. Jabari attira Merci contre lui. Elle se blottit dans ses bras, et pour la première fois depuis 3 ans, elle se sentit en sécurité. Ils restèrent ainsi longtemps, simplement enlacés, réapprenant ce que c'était que d'être touchés avec gentillesse. Cette première nuit, ils ne firent presque rien. Ils parlèrent. Jabari lui raconta sa vie en Afrique, sa femme Abénie qu'il aimait, ses enfants qu'il n'avait jamais revus. Il parla de la traversée, de l'horreur des plantations, de ce que c'était que de vivre chaque jour avec la certitude qu'on ne valait rien aux yeux du monde. Merci pleura en l'écoutant. Elle pleura pour lui, pour sa famille perdue, pour l'injustice monstrueuse de ce système. Elle lui parla aussi de son mariage qui était censé être un conte de fées, de la transformation de Thomas en tortionnaire, de ces 3 années où elle avait appris à avoir peur de son ombre. On est pareil, toi et moi, dit Merci à un moment. Prisonnier de système qu'on n'a pas choisi. Non, répondit doucement Jabari. Tu peux encore partir. Tu es blanche, tu es noble. Si tu trouvais le courage, tu pourrais fuir et refaire ta vie ailleurs. Moi, où que j'aille, je serai toujours un esclave en fuite. Je serai toujours chassé, toujours traqué. Merci, réalisa qu'il avait raison. Aussi terrible que soit sa situation, elle avait des options que Jabari n'aurait jamais. Cette prise de conscience la remplit d'une rage qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quand l'aube approcha, ils durent se séparer. Merci retourna dans sa chambre, le cœur battant, terrifié que quelqu'un l'ait vu. Mais personne n'avait rien remarqué. Les domestiques étaient habitués à ne rien voir, à ne rien dire. Cette nuit avait changé quelque chose en Merci. Elle avait goûté à la liberté, même brièvement. Elle avait senti ce que c'était que d'être respectée, écoutée, valorisée. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle ne voulait plus revenir en arrière. Les jours suivants furent une torture. Merci et Jabari se croisaient dans la maison, échangeant des regards furtifs, mourant d'envie de se parler mais ne pouvant pas. La tension était insupportable. Thomas ne remarqua rien, il était trop occupé avec ses propres plaisirs pour prêter attention à sa femme. 2 semaines après cette première nuit, Merci trouva un moyen de communiquer avec Jabari. Elle laissait un ruban blanc accroché à sa fenêtre quand la voie était libre. Jabari attendait alors la tombée de la nuit et venait la rejoindre dans la vieille grange abandonnée au bout de la propriété. Ces rendez-vous devinrent leur refuge. Dans cette grange, loin du monde, ils pouvaient être eux-mêmes.
Ils parlaient pendant des heures, partageaient leurs peurs et leurs rêves. Et oui, ils s'aimaient aussi. Pas seulement physiquement, bien que cette intimité soit précieuse. Ils s'aimaient avec tout ce qu'ils étaient, deux âmes meurtries trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Jabari apprenait à Merci ce que c'était que d'être aimé vraiment. Il l'écoutait quand elle parlait, valorisait ses opinions, admirait son intelligence. Il la touchait comme si elle était précieuse, fragile mais forte à la fois. Avec lui, Merci découvrait qu'elle n'était pas cette femme pathétique que Thomas voyait. Elle était quelqu'un. Merci offrait à Jabari quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais, l'espoir. Dans ses bras, il se souvenait qu'il était un homme, pas un animal. Elle le regardait avec respect, avec admiration même. Elle s'intéressait à ses pensées, à ses sentiments. Pour la première fois depuis 15 ans, Jabari se sentait humain. Les mois passèrent et leur amour grandit malgré le danger constant, ou peut-être à cause de lui. Chaque moment volé ensemble était précieux, intense, chargé de l'urgence de ceux qui savent que tout peut s'arrêter à tout instant. Merci devint experte dans l'art de la dissimulation. Elle apprit à mentir sans ciller, à inventer des excuses, à détourner l'attention. Elle qui avait toujours été honnête jusqu'à la naïveté, découvrait qu'elle pouvait être aussi rusée qu'une renarde quand il s'agissait de protéger ce qu'elle aimait. Jabari, de son côté, développa un système de signaux pour avertir Merci du danger. Un certain arrangement de pots de fleurs signifiait que le contremaître Silas rôdait. Des outils laissés d'une certaine manière indiquaient que Thomas était de mauvaise humeur. Ils communiquaient à travers un langage que personne d'autre ne comprenait. Leur relation évolua au-delà de la simple passion physique. Ils devinrent confidents, alliés, partenaires. Merci aidait Jabari à soigner les autres esclaves en cachette, volant des bandages et des médicaments dans la réserve de la maison. Jabari lui apprenait à voir le monde différemment, à comprendre les injustices qu'elle avait acceptées toute sa vie sans vraiment les voir. « Tu sais ce qui me brise le cœur », dit un soir Jabari alors qu'ils étaient allongés dans la grange, regardant les étoiles à travers les planches disjointes du toit. « C'est que mes enfants ont grandi sans moi. Mon fils Kokou avait 4 ans quand ils nous ont séparés. Il doit avoir 19 ans maintenant. Est-ce qu'il se souvient de moi? Est-ce qu'il sait que je n'ai pas choisi de l'abandonner? Vu. Merci serra sa main dans la sienne. Elle n'avait pas de mots de réconfort. Comment consoler quelqu'un dont la famille a été détruite par un système si cruel? Mais elle était là, et parfois, c'était suffisant. Et ma fille Zuri, continua Jabari, sa voix se brisant. Elle avait 2 ans. Des cheveux bouclés comme sa mère, des yeux brillants qui voyaient tout. Je me demande si elle est heureuse. Si quelqu'un prend soin d'elle, si elle sait qu'elle est aimée. Ils le savent, affirma Merci, avec une conviction qu'elle ne ressentait pas vraiment. Quelque part en eux, ils savent que leur père les aime et ne les a jamais oubliés. Ces conversations les rapprochaient encore plus. Merci comprenait maintenant que sa propre souffrance, aussi réelle soit-elle, n'était rien comparée à ce que Jabari avait enduré. Elle avait perdu sa liberté en se mariant, mais lui avait tout perdu. Sa patrie, sa famille, son nom même. On l'appelait simplement le jardinier ou celui des jardins. Jabari était le nom qu'il murmurait dans le noir pour se rappeler qui il était vraiment. Leur secret aurait pu rester caché indéfiniment si Merci n'avait pas commencé à changer. Elle ne baissait plus les yeux aussi facilement devant Thomas. Quand il l'humiliait, une lueur de défi brillait dans son regard, si brève que Thomas ne la remarquait pas mais qui était bien là. Elle se tenait plus droite, parlait avec plus d'assurance. L'amour de Jabari lui redonnait la force que Thomas avait passé 3 ans à détruire. Thomas remarqua ce changement sans en comprendre la cause. Sa femme devenait moins docile, moins brisée. Cela l'énervait. Il augmenta la fréquence de ses humiliations, espérant la remettre à sa place. Mais plus il la frappait, plus Merci se réfugiait dans les bras de Jabari. Plus il l'insultait, plus elle trouvait du réconfort dans les mots doux de son amant. Un soir de septembre, après 5 mois de relations secrètes, tout faillit s'effondrer. Le contremaître Silas, un homme cruel qui prenait plaisir à traquer les esclaves, remarqua Jabari qui se dirigeait vers la grange abandonnée à la nuit tombée. Intrigué, il décida de le suivre. Silas se cacha près de la grange et attendit. Il vit Lady Merci arriver quelques minutes plus tard,
jetant des regards nerveux autour d'elle avant d'entrer. Son sang ne fit qu'un tour. Il venait de découvrir un secret qui pouvait faire pendre Jabari et détruire Lady Mercy. Mais Silas était aussi un homme calculateur. Il ne courut pas immédiatement tout raconter à Lord Ellsworth. Au lieu de cela, il réfléchit à comment utiliser cette information à son avantage. Peut-être que Lady Mercy pourrait le payer pour son silence. Ou peut-être que Lord Ellsworth le récompenserait généreusement pour cette découverte. Le lendemain, Silas intercepta Mercy dans les jardins. « Milady, dit-il avec un sourire qui glaça le sang de la jeune femme, « j'aimerais vous parler en privé. » Le bâtard. Mercy sentit son estomac se nouer. Elle savait. Elle lut la vérité dans ses yeux avant même qu'il parle. « De quoi s'agit-il, Silas ?»« Je pense que vous le savez très bien, » répondit-il en se rapprochant dangereusement. « J'ai vu des choses intéressantes hier soir, des choses que Lord Ellsworth trouverait très déplaisantes. » Le monde de Mercy s'écroula. Elle pensa à Jabari, à ce qu'il lui ferait s'il découvrait tout. Il ne se contenterait pas de le pendre. Il le torturerait d'abord, lentement, publiquement, pour servir d'exemple à tous les autres esclaves. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Pour l'instant, rien » répondit Silas. « Mais je pense qu'une femme intelligente comme vous trouvera un moyen de s'assurer de mon silence. Réfléchissez-y, Milady. Vous avez 3 jours. » Il s'éloigna, laissant Mercy tremblante et terrifiée. Elle devait prévenir Jabari. Elle devait trouver une solution. Mais quelle solution? Elle n'avait pas d'argent personnel. Elle ne pouvait pas fuir sans ressources, et elle ne pouvait certainement pas laisser Jabari affronter seule les conséquences de leur amour. Cette nuit-là, dans la grange, elle raconta tout à Jabari. Il écouta en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « C'est fini, » dit-il finalement. « On doit arrêter de se voir, c'est la seule façon. »« Non, » répondit farouchement Mercy. « Je refuse d'abandonner. Pas maintenant, pas après tout ce qu'on a partagé. Mercy, sois raisonnable. Si Silas parle, je suis mort, et toi, ton mari te tuera aussi. » « Alors on part, » dit Mercy. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'elle réalise qu'elle les pensait. « On quitte la Virginie. On va dans le nord, vers la liberté. » Jabari la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Tu ne comprends pas. Je suis un esclave. Si je m'enfuis, on me traquera. Il y a des chasseurs d'esclaves partout. Et même si on arrive dans le nord, je serai toujours en danger. Les lois permettent de ramener les esclaves fugitifs. Alors on ira au Canada, insista Mercy. On trouvera un moyen. Je ne veux plus vivre comme ça. Sans toi, je retourne à ce que j'étais avant, morte à l'intérieur. Je préfère mourir en essayant d'être libre. » Les 3 jours que Silas avait accordés à Mercy passèrent comme un éclair. Elle savait qu'elle devait agir vite, mais chaque plan qu'elle élaborait semblait impossible. Comment une femme sans argent et un esclave pouvaient-ils fuir ensemble? C'était de la folie. Puis, en fouillant dans le bureau de Thomas pour trouver de l'argent à donner à Silas, Mercy tomba sur quelque chose d'inattendu. Des lettres, cachées au fond d'un tiroir fermé à clé qu'elle réussit à forcer. Des lettres d'amour, passionnées et explicites, échangées entre Thomas et Lady Victoria Pembroke, l'épouse du juge Pembroke, l'un des hommes les plus puissants de Virginie. Mercy lut ces lettres avec un mélange de dégoût et d'excitation. Thomas, qui la traitait comme moins que rien, qui la battait et l'humiliait constamment, entretenait une liaison avec une femme mariée. Plus encore, ces lettres révélaient des détails intimes qui ruineraient Lady Pembroke si elles étaient rendues publiques, et le juge Pembroke, connu pour son tempérament violent, ne pardonnerait jamais une telle trahison. Mercy tenait son arme, elle savait maintenant comment échapper à Thomas. Mais elle devait être intelligente, calculer chaque mouvement. Un faux pas et tout s'effondrerait. Elle commença par régler le problème Silas. Elle lui donna le peu de bijoux qu'elle possédait, promettant qu'il aurait plu s'il gardait le silence. Silas, avide, accepta. Cela lui donnait du temps, mais pas beaucoup. Pendant ce temps, Mercy élaborait son plan. Elle vola de petites sommes d'argent ici et là dans la maison, quelques pièces que personne ne remarquerait. Elle rassembla des vêtements simples qui lui permettraient de voyager incognito.
Elle étudia les cartes dans la bibliothèque de Thomas, traçant mentalement le chemin vers Philadelphie. Jabari, malgré ses réserves, l'aidait. Il connaissait des esclaves qui avaient réussi à fuir, qui parlaient du chemin de fer clandestin, ce réseau secret d'abolitionnistes qui aidait les fugitifs à atteindre le nord. Il avait des contacts, des noms, des lieux sûrs où ils pourraient se cacher. On ne peut pas prendre la route principale, expliqua Jabari. Trop de patrouilles, trop de chasseurs d'esclaves. On devra voyager de nuit, à travers les forêts. Ce sera dur, dangereux. Je peux le faire, affirma Merci. Je suis plus forte qu'il n'y paraît. Mais le plus difficile restait à venir, confronter Thomas. Merci savait qu'elle ne pouvait pas simplement disparaître. Thomas la chercherait, et quand il découvrirait qu'elle était partie avec Jabari, il mobiliserait toutes ses ressources pour les retrouver. Non, elle devait négocier, obtenir de lui qu'il les laisse partir. Un mois après avoir découvert les lettres, Merci se sentit prête. Elle avait économisé assez d'argent pour survivre quelques semaines. Elle avait mémorisé les routes, les points de contact, elle avait tout préparé. Il était temps de jouer sa dernière carte. Elle choisit un après-midi où Thomas était de bonne humeur, ce qui était rare. Il venait de conclure un excellent marché sur une cargaison de tabac et avait bu plusieurs verres de whisky. Merci entra dans son bureau, fermant la porte derrière elle. « Thomas », dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder calme, « il faut qu'on parle. » Thomas leva les yeux de ses papiers, surpris. Merci ne lui parlait presque jamais de sa propre initiative. « Qu'est-ce que tu veux ?» Merci prit une profonde inspiration. « Je veux partir. Je veux quitter cette maison, cette vie. Je veux le divorce. » Thomas éclata de rire. « Le divorce? Tu as perdu la tête? Je ne te donnerai jamais le divorce. Tu es ma femme, ma propriété. Tu resteras ici jusqu'à ta mort. Je partirai de toute façon, » dit Merci avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. « Mais je préférerais partir avec ton accord. Et avec de l'argent. » Thomas se leva lentement, son visage se transformant. Merci connaissait cette expression. C'était celle qu'il avait juste avant de la frapper. « Tu oses venir dans mon bureau me demander de l'argent pour te permettre de me quitter? Tu es encore plus stupide que je le pensais. » Il s'avança vers elle, la main levée. Mais cette fois, Merci ne recula pas. Elle sortit les lettres de sa poche et les brandit devant lui. « Si tu me frappes, ces lettres seront entre les mains du juge Pembroke demain matin, » dit-elle d'une voix qui tremblait mais restait ferme. Thomas se figea, regardant les lettres. Son visage passa du rouge de la colère au blanc de la terreur. « Où as-tu trouvé ça? » « Peu importe. Ce qui importe, c'est que je les ai. Et le juge Pembroke serait très intéressé d'apprendre que sa femme te promet son amour éternel dans ces lettres très détaillées. » Thomas s'effondra dans son fauteuil. Merci voyait son esprit calculer les conséquences. Le juge Pembroke était un homme puissant et vindicatif. Si ces lettres lui parvenaient, il détruirait Thomas. Socialement, financièrement, peut-être même physiquement. « Combien ?» demanda Thomas d'une voix morte. « 5 000 $. Et ta parole que tu ne me chercheras pas. » 5 000 ? Tu es folle. Je pense que ta réputation et ta vie valent bien plus que ça, rétorqua Merci. Et ce n'est pas négociable. 5 000 $ où le juge Pembroke reçoit ses lettres. Thomas la regarda avec une haine pure. Tu partiras avec cet esclave, n'est-ce pas? J'ai des yeux, Merci. Je ne suis pas aveugle. Merci ne répondit pas, mais son silence était un aveu. Thomas ricana. Tu crois que vous allez vivre heureux ensemble? Une noble blanche et un esclave noir? Le monde vous dévorera vivant. Peut-être, admit Merci. Mais au moins on sera libre. Thomas se leva, se dirigea vers son coffre-fort. Il en sortit une liasse de billets qu'il jeta sur le bureau. Prends-le. Prends cet argent et disparais. Emmène ton esclave et fuyez. Mais sache une chose, si je te revois un jour, je te tuerai. Je vous tuerai tous les deux. Merci ramassa l'argent, ses mains tremblant malgré elle. Je n'ai pas l'intention de revenir. Alors va-t'en, cracha Thomas. Sors de ma vue, va le manteau. Merci quitta le bureau, le cœur battant à tout rompre. Elle avait réussi. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait réussi. Elle avait l'argent. Elle avait la liberté. Cette nuit-là, elle retrouva Jabari,
et lui raconta tout. Il était à la fois stupéfait et terrifié. « Il te laisse vraiment partir ?» ?»« Il n'a pas le choix, » répondit Merci. « Ces lettres le détruiraient. Va. » »« Mais tu lui as avoué pour nous. »« Il sait. Merci, il sait. »« On partira demain à l'aube, » dit Merci. « On sera loin avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. On prendra la route de Richmond d'abord, puis on bifurquera vers le nord. J'ai tout prévu. » Jabari l'a pris dans ses bras, la serrant contre lui. « Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois qu'on part, il n'y a pas de retour en arrière. Ta vie sera difficile avec moi. Les gens ne nous accepteront jamais. » Merci leva la tête et le regarda dans les yeux. « Avec toi, j'ai découvert ce que c'était que d'être aimé, respecté, valorisé. Tu m'as redonné ma vie. Je préfère affronter le monde entier à tes côtés plutôt que de passer un jour de plus dans cette cage dorée. » Ils partirent à l'aube, alors que le brouillard enveloppait encore la plantation. Merci portait une robe simple de domestique, ses cheveux cachés sous un bonnet. Jabari, vêtu comme un homme libre, marchait à côté d'elle. Les 5 000 $ étaient cousus dans la doublure de leur sac. Les premiers jours furent une course effrénée. Ils voyageaient de nuit, dormaient le jour dans des granges abandonnées ou des bosquets épais. Merci découvrait un monde qu'elle n'avait jamais connu. La faim, le froid, la peur constante d'être découvert, mais elle découvrait aussi la liberté, et c'était grisant. Jabari la guidait avec expertise, évitant les routes principales, utilisant des chemins que seuls les esclaves fugitifs connaissaient. Ils croisèrent d'autres fugitifs, des hommes et des femmes qui fuyaient l'esclavage comme Jabari avait fui. Ces rencontres rappelaient à Merci la chance qu'elle avait. Elle pouvait passer pour une femme blanche voyageant avec son serviteur. Eux n'avaient rien à ce luxe. Le 3e jour, ils atteignirent Richmond. C'était un risque de traverser une grande ville, mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient en prendre des provisions et trouver un contact qui les aiderait à continuer vers le nord. Dans une petite auberge à la périphérie de la ville, ils louèrent une chambre sous de faux noms. Merci se faisait passer pour Madame Anne Williams, veuve du Nord, retournant chez elle avec son serviteur affranchi. Le propriétaire de l'auberge, un vieil homme qui avait vu beaucoup de choses, les regarda avec suspicion mais accepta leur argent. Cette nuit-là, dans la chambre modeste de l'auberge, Merci et Jabari se permirent enfin de respirer. Ils étaient loin d'Ellsworth Manor. Thomas ne les avait pas poursuivis, peut-être qu'il avait vraiment accepté de les laisser partir. « On va réussir », dit Merci en se blottissant contre Jabari. « Dans quelques jours, on sera à Philadelphie. On pourra commencer une nouvelle vie. » Jabari caressait ses cheveux, mais quelque chose le troublait. « C'était trop facile, » murmura-t-il. « Ton mari nous laisse partir comme ça. Après ce que tu lui as fait, ça ne lui ressemble pas. » Il n'avait pas le choix, rappela Merci. Les lettres le détruiraient. « Peut-être, » dit Jabari sans conviction. « Ou peut-être qu'il a simplement besoin que tu sois loin de la plantation pour agir sans témoin. » Merci frissonna. Elle refusait de penser que Thomas pouvait encore les rattraper. Ils avaient pris toutes les précautions. Ils avaient en changé de route plusieurs fois. Personne ne savait où ils étaient. « On sera prudent, » promit-elle. « Encore quelques jours et on sera vraiment en sécurité. » Ils parlèrent de l'avenir ce soir-là. Jabari voulait travailler comme menuisier. Il était doué de ses mains, il pourrait trouver du travail facilement. Merci envisageait d'ouvrir une petite école pour enseigner aux enfants. Elle avait reçu une bonne éducation, elle pouvait la transmettre. « Tu crois qu'on pourra se marier ?» demanda Merci. « Vraiment se marier, je veux dire, pas juste vivre ensemble. » « Dans certains États, oui, » répondit Jabari. « Ce ne sera pas facile. Les gens nous regarderont de travers, mais on trouvera un moyen. » Ils s'endormirent enlacés, épuisés mais heureux. Pour la première fois depuis longtemps, ils dormaient en paix, sans crainte d'être découverts, sans peur du lendemain. Le lendemain matin, Merci se réveilla avec un sentiment étrange. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas quoi, mais une angoisse sourde lui serrait la poitrine. Jabari sentit son malaise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, j'ai juste un mauvais pressentiment. »« On devrait partir plus tôt que prévu, » décida Jabari. Tout de suite,
On prendra notre petit déjeuner sur la route. » Ils rassemblèrent rapidement leurs affaires. Merci descendit la première pour régler la note pendant que Jabari vérifiait la chambre. C'est alors qu'elle le vit, un homme assis dans le coin du hall, un homme qui la regardait avec une intensité troublante. Il portait des vêtements de voyage poussiéreux et avait l'air d'avoir chevauché toute la nuit. Merci sentit son sang se glacer. Elle reconnaissait ce regard. C'était le regard d'un chasseur qui a trouvé sa proie. Elle voulut remonter prévenir Jabari, mais c'était trop tard. L'homme se leva et s'approcha d'elle. « Lady Ellsworth, je présume ?» dit-il d'une voix douce. « Lord Ellsworth m'envoie vous présenter ses respects. » Merci recula, cherchant une sortie. Mais deux autres hommes venaient d'entrer dans l'auberge, bloquant la porte. C'était un piège. Thomas les avait trouvés. « Où est l'esclave ?» demanda l'homme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » mentit Merci. L'homme sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Inutile de mentir, madame. Lord Ellsworth sait tout. Il a été très généreux avec moi. Tout ce qu'il demande, c'est que justice soit faite. » Jabari descendit à ce moment, vit la scène et comprit immédiatement. Il se précipita vers Merci, essayant de la protéger. L'un des hommes sortit un pistolet. « Non !» cria Merci. « S'il vous plaît, non. Prenez l'argent, prenez tout, mais laissez-nous partir. » « Ce n'est pas une question d'argent, » répondit calmement le premier homme. « C'est une question d'honneur. Lord Ellsworth ne peut pas laisser une telle offense impunie. » Il fit un signe à ses complices. Le propriétaire de l'auberge et les autres clients détournèrent le regard. Personne n'allait intervenir pour sauver une femme adultère et un esclave fugitif. Tout se passa très vite. Un coup de feu retentit. Jabari s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. Merci hurla, se jetant sur lui, essayant désespérément d'arrêter le saignement. « Jabari, Jabari, reste avec moi, s'il te plaît. » Jabari la regarda, ses yeux déjà vitreux. « Au moins, on a eu ces moments, » murmura-t-il. « Au moins, tu m'as montré que j'étais encore un homme. »« Non, 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 sanglotait Merci. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me laisser. Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. Je t'aime. » Mais Jabari ne répondait plus. Ses yeux fixaient un point lointain, au-delà de cette auberge, au-delà de cette vie de souffrance. Peut-être voyait-il l'Afrique de son enfance, sa femme Abénie, ses enfants Kokou et Zuri. Peut-être, enfin, il était libre. Merci hurla encore, un cri primordial qui déchirait l'âme. Le tueur s'approcha d'elle, son arme pointée sur sa tête. « Lord Ellsworth m'a donné des instructions très claires concernant vous aussi, Milady, » dit-il froidement. Le second coup de feu résonna dans l'auberge. Merci s'effondra sur le corps de Jabari, leur sang se mêlant sur le sol de bois. Les trois hommes partirent aussi vite qu'ils étaient venus, laissant derrière eux deux corps entrelacés. Le propriétaire de l'auberge alla chercher les autorités, mais il savait déjà ce qui se passerait. On raconterait qu'un esclave fugitif avait kidnappé une noble dame, qu'il y avait eu une altercation, que la justice avait été faite. Personne ne parlerait d'amour. Personne ne mentionnerait que Merci avait choisi de fuir. Personne ne dirait que Jabari était un homme bon qui avait juste voulu vivre libre. L'histoire serait réécrite pour protéger l'ordre établi. À Ellsworth Manor, Thomas reçut la nouvelle avec satisfaction. Il brûla les lettres de Lady Pembroke dans sa cheminée, les regardant se consumer avec un sourire. Son honneur était sauf. Sa femme ne l'humilierait plus jamais. Et cet esclave qui avait osé toucher ce qui lui appartenait avait payé le prix ultime. Merci et Jabari furent enterrés dans des tombes séparées, bien sûr. Elle dans le cimetière familial des Ellsworth, avec une pierre tombale mentant sur les circonstances de sa mort. Lui dans un coin du cimetière réservé aux esclaves, sans marque, sans nom, oubliés comme tant d'autres avant lui. Mais leur histoire ne finit pas vraiment là. Dans les cabanes d'esclaves, on chuchota longtemps l'histoire de Jabari et de Lady Merci. On racontait comment un amour interdit avait défié toutes les lois, tous les dangers. On transmettait leur mémoire comme un symbole de résistance, comme une preuve que même dans le système le plus cruel, l'humanité pouvait encore fleurir. Lady Victoria Pembroke continua sa liaison avec Lord Thomas,
ignorant qu'elle avait failli être démasquée. Thomas se remaria quelques années plus tard avec une jeune femme docile qu'il traita avec la même cruauté. Le cycle continuait. Silas, le contremaître, mourut dans un accident de chasse mystérieux quelques mois après le départ de Merci. Certains disaient que les esclaves de la plantation y étaient pour quelque chose, une vengeance silencieuse pour Jabari. Mais personne ne posa de questions. Un contremaître mort, c'était juste un accident de plus.